Nous sommes très heureux de vous retrouver sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeunes. 75% de la population togolaise a moins de 35 ans. Ainsi, la jeunesse constitue la relève de demande et son défi d'emploi est une préoccupation partagée dans le monde et une priorité pour le gouvernement togolais. Ce sont là les mots de Madame le ministre du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Mazameso, assis dans son entretien accordé donc à nos confrères de New World chez nous ici. Il y a de cela quelques jours. Nous décryptons donc cette actualité avec nos invités que nous avons aujourd'hui pour vous. Monsieur Sissi Sefiamenou Yao, il est expert jeunesse et de politique de jeunesse. Il est également président de Speed International. Monsieur Sissi, un grand plaisir pour nous de vous retrouver après quelques temps sur ce plateau. Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est un plaisir partagé. Un plaisir partagé. Alors, nous partageons ce moment avec Monsieur Koulalo Kodjo également. Je rappelle donc qu'il est gestionnaire de projet. Monsieur Koulalo, comment tu vas? Je vais bien, merci. J'espère que tu te portes bien également. Je me porte également très très bien. Alors, bon, on est trop proches, donc je me permets quand même de te tutoyer sur ce plateau. Non. Alors, Monsieur Sissi, alors, on commence ce partage avec une phrase. Une phrase de Madame. Elle dit ceci: j'ai été moi-même entrepreneur à mes débuts et j'ai échoué lamentablement. Contrairement à ce qu'on pense, l'entrepreneuriat n'est pas le segment plus facile. Ça demande du courage, de l'abnégation, la volonté et de la patience. Alors, la question que j'aimerais poser tout de suite pour une personne de ce rang, de cet acabit, de reconnaître publiquement lors d'une toute première sortie qu'elle a également essayé l'entrepreneuriat, mais qu'elle a échoué lamentablement. Est-ce que ce n'est pas vraiment du courage? Quel est ce niveau de courage-là à pouvoir, dans une toute première sortie, reconnu quand même qu'on a essayé et que ça n'a pas marché? D'accord. Est-ce que ce n'est pas trop osé? À mon avis, non, mais je pense qu'on est arrivé à un autre niveau où le mindset a totalement changé. Okay. Et moi, je ne vois pas cela comme un courage. Je voudrais féliciter d'abord Madame le ministre. Okay. Ce n'est pas du courage, mais c'est de la démonstration de l'humilité, parce qu'il faut être humble pour reconnaître qu'on a échoué. Ce n'est pas évident par rapport peut-être à votre statut ou par rapport à votre standing, etc., de pouvoir dire ou parler, entre guillemets, des échecs de votre vie, mais cela fait partie. Et je pense que c'est un message fort qu'elle lance également à la jeunesse et à l'endroit de toutes les personnes qui ont déjà, entre guillemets, dépassé la tranche de 35 ans. Et mais je me dis aussi que je pense que les entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train d'arriver devraient suivre l'exemple de Madame le ministre et commencer par ne pas seulement faire voir ce qui marche, mais montrer aussi toutes les heures de pleurs, toutes les heures de regrets, toutes les heures de chagrin, toutes les heures d'insomnie qu'ils ont dû affronter pour pouvoir arriver là. Et je pense que c'est des masterclass qu'il faudra organiser pour que les jeunes qui veulent arriver comprennent que ce n'est pas aussi aisé. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec elle et je pense que cette phrase-là, il faudrait qu'on l'enseigne dans les écoles parce que il faut dire vraiment les choses telles qu'elles sont et préparer la mentalité ou le mental des gens à affronter le chemin. Et comme je le dis souvent aussi affectueusement, l'or pour être pur passe par le feu. Et donc, le feu, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Le feu, on ne sait pas ce que c'est. Alors, Koulalo, quand on l'entend, est-ce que quelque part, comme monsieur Sissi vient de le dire, ce n'est pas un message fort qu'elle a envie d'adresser à la jeunesse, comme quoi, même si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, ou peut-être on peut se dire que oui, jeune, mais ministre, j'ai fait un chemin, et sur ce chemin, j'ai également rencontré des difficultés, notamment l'échec. Évidemment, je pense que le message qu'elle a passé, loin d'être démoralisateur, est plutôt une façon d'encourager l'entrepreneuriat auprès des jeunes, parce que l'échec, le plus souvent on cache nos échecs pour ne faire voir que ce qui a marché, et ce n'est pas toujours, je pense, une bonne chose. Ce n'est pas toujours une bonne chose, dans ce sens que le plus souvent, quand on ne montre pas ce côté qui ne marche pas, les gens ont l'impression qu'il y a des super hommes, c'est-à-dire qu'un homme avec grand H, bien entendu, et il y a des personnes peut-être
moins béni par la nature. Or, en réalité, l'échec est partie prenante de notre vie. Et reconnaître avec le niveau qu'elle a échoué dans l'entrepreneuriat, c'est un message pour dire que oui, peu importe les difficultés que vous avez, lorsque vous n'abandonnez pas, lorsque vous persévérez, cela peut vous amener à relever les défis. Voilà, parce que quand ça ne marche pas, ça ne doit pas être considéré comme un échec, à mon sens, ça doit peut-être être considéré plutôt comme un défi à relever. Voilà, j'ai entrepris quelque chose, ça n'a pas marché. Voilà, je ne vais pas baisser les bras pour autant. Je vais voir, je me pose, je fais le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et sur la base des leçons tirées, bon voilà, je me projette à nouveau et bon, voilà, j'avance et parfois penser à réorienter même nos actions. Elle a essayé l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché, bien entendu. Elle s'est relancée peut-être dans un autre domaine, voilà, qui est l'administration, et bon voilà, aujourd'hui ça apporte ses fruits. Donc c'est pour dire que ne jamais abandonner, même lorsqu'on rencontre des difficultés. Moi, c'est comme ça que je comprends. Ne jamais abandonner lorsqu'on rencontre des difficultés. Alors, Monsieur Sissi, est-ce que on pourrait aussi également comprendre par là que, avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut prendre le temps vraiment de réfléchir et d'avoir peut-être une carapace ou bien de s'armer avant de se lancer, parce que ce n'est pas du tout un secteur ou un segment comme le penserait quelqu'un. Ce serait facile, j'entreprends, je me lève d'un jour à l'autre et puis je deviens un entrepreneur et je bâtis mon entreprise. Oui, en fait ça m'a fait sourire tout à l'heure parce que en fait on ne sera jamais prêt. Et donc, si vous voulez vous bâtir vraiment une carapace, peut-être vous allez prendre son temps pour faire une étude de terrain, quoi. Parce que au-delà de ce qu'on nous apprend dans le business model, etc., il faut vérifier le terrain, il faut s'assurer que tout marche, etc. Mais tant que vous n'avez pas commencé, vous ne pouvez pas vraiment percevoir, parce qu'en fait, c'est sur le papier. Donc, techniquement, à un moment donné, il faut se lancer. Et donc, et ce qui est important, ce n'est pas le fait de se lancer, mais d'être capable de pouvoir rebondir à chaque moment. Donc, vous êtes obligé de devenir un vrai caméléon et de prendre toutes les couleurs que la vie vous présentera ou que le marché vous présentera. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez commencer peut-être dans l'agroalimentaire, vous retrouvez, je ne sais pas, comme Elon Musk dans la technologie, carrément. Donc, les gens pourront voir le fil. Apparemment, il n'y a pas de rapport, mais vous leur dites, écoutez, au fur et à mesure, je continue pas construire mon business model, parce que ça veut dire que perpétuellement, aujourd'hui, vous allez voir que initialement, Dangote n'a pas commencé dans la raffinerie de pétrole. Le niveau a changé carrément. Au fur et à mesure, le gars a fait ses preuves quelque part. Il dit, ok, je vais me lancer ici. Donc, s'il devait peut-être se mettre à tellement réfléchir, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas faites. Et donc, c'est aussi toujours un message pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas être totalement prêt. Donc, je donne un exemple aussi simple, comme une relation amoureuse, un mariage, etc. On ne peut jamais être prêt. C'est quand vous rentrez que vous vous rendez compte, mais écoutez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis, mais on n'abandonne pas. Donc, de la même manière, comme l'a dit mon confrère, il faut continuez pas à persévérer, continuez pas à recalibrer, avoir le courage de s'arrêter, de dire ça je ne fais pas bien, peut-être ça je fais mieux et je voudrais recalibrer les choses pour pouvoir avancer. Voilà. Recalibrer les choses pour pouvoir avancer. Monsieur Koulalo, est-ce qu'on peut quand même sur ce plateau donner quelques conseils à nos jeunes qui nous suivent avant de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce qu'il s'agit de ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour quand même éviter à la fin de rebrousser carrément chemin? Oui. Je pense que il n'y a pas de conseil tout fait. Il y a ce qu'on apprend dans les écoles, sur les bancs, naturellement, ce qu'on apprend dans les formations. Mais les personnes qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat, que cela ait marché ou pas, sont, je pense, en toute humilité, les personnes les mieux placées pour dire quels sont les véritables défis à relever quand on est sur le terrain de l'entrepreneuriat. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que d'abord, pour entreprendre, il faut être extrêmement courageux. Parce que vous allez rencontrer sans doute énormément... Il a dit, hein? Oui. Il a dit. Et vous allez rencontrer sans doute énormément de difficultés. Et au-delà des difficultés qui sont d'ordre financier et d'ordre financier, des difficultés d'ordre matériel, d'ordre technique, il y a aussi, même si on en parle moins, les pesanteurs sociales
au niveau familial qui font parfois que lorsque vous dites que vous voulez faire de l'entrepreneuriat, on se dit mais gars, on t'a mis à l'école, tu as eu peut-être des diplômes ou pas, et tu viens nous dire que peut-être tu veux retourner faire de l'entrepreneuriat agricole, tu veux retourner cultiver. Ouais, ça, ce sont des pesanteurs qui parfois, et on en parle peu, mais qui bloquent nos entrepreneurs. Et donc, ça fait que ces pesanteurs sociales font que, à la première difficulté, la société te rappelle que, on t'avait prévenu. Voilà. Donc, autant. Tu as voulu persister. Et tu as voulu persister. Donc, ce qu'on te donne comme conseil, c'est de repousser chemin et aller. Voilà. Mais moi, je pense que c'est un facteur véritablement qu'il faut regarder parce que, peut-être, je vais faire une petite parenthèse, il y a une étude, le Global Entrepreneurship Monitor, qui évalue les dynamiques entrepreneuriales au niveau mondial, et le Togo a préparé 2 fois et est en train de prendre part la 3e fois cette étude. En termes d'indicateurs qui permettent de mesurer le niveau entrepreneurial dans le pays, on se rend compte que ce n'est pas forcément les fonds qui manquent, mais c'est l'éducation entrepreneuriale qui fait défaut parce que le Togo est classé parmi les tout derniers dans le monde sur les questions d'éducation entrepreneuriale en milieu scolaire et post-scolaire. Les pesanteurs sociales telles que le poids de la famille, mais il y a aussi les questions infrastructurelles, voilà, qui ne sont pas toujours au niveau, même si ces dernières années, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits. Donc, pour revenir à votre question, qui est quels sont les conseils qu'il faut donner, moi je pense que il faut plutôt regarder les secteurs porteurs. Vraiment, c'est-à-dire, vous avez beau avoir la meilleure idée d'entreprise, lorsque vous entreprenez dans un secteur qui n'est pas porteur, vous risquez peut-être d'essuyer beaucoup d'échecs. Donc c'est peut-être voir quels sont les secteurs porteurs et ensuite voir quelles sont les dispositions pratiques qu'il faut que je prenne. Et là, ça passe peut-être par du mentorat, du coaching, etc. Parce que c'est quand tu as vu faire que parfois, voilà, tu peux répéter plus facilement. Voilà. Tu peux répéter plus facilement. On va certainement revenir sur la question donc de l'entrepreneuriat depuis les cours primaires et tout. Elle en a également parlé lors de cet entretien. Mais Monsieur Sissi, elle a essayé d'évoquer la question d'une vision futuriste, en ce sens où elle dit ceci, je cite, « J'encourage les jeunes à se tourner vers les secteurs et les segments qui sont à fort développement économique aujourd'hui et demain, comme le secteur agricole. » Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que il est quand même important, comme elle a dit, d'encourager les jeunes à aller vers les secteurs qui sont beaucoup plus porteurs par rapport à notre climat, à notre pays. Monsieur Sissi. Oui, excusez-moi, je partage à 100% cela, mais je voudrais aussi ajouter qu'au-delà de nous tourner vers les secteurs porteurs, il faudrait également que nous puissions faire le ratio entre nos talents et le secteur. Parce qu'une chose est c'est vrai, l'agriculture, je suis tout à fait d'accord, et moi j'ai une boutade contre certaines écoles de formation agricole, etc., où les gens finissent ils sortent ingénieurs et ils se retrouvent dans les lycées en train d'enseigner la physique. C'est pas possible. Moi je me dis qu'il faudrait qu'on revoie les choses. De toutes les façons, les détenteurs de droits d'obligation sont là pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Mais nous, en tant que société civile, c'est toujours bien de rappeler de façon courtoise qu'il est important qu'on puisse permettre à des gens qui se forment qu'on puisse leur donner des cahiers de charge de telle sorte que lorsqu'ils finissent leur formation, qu'ils aillent faire la pratique de ce qu'ils font. Parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes que j'encadre, qui sont ingénieurs agronomes, etc., qui ont fait l'école, comment ça s'appelle Non, au-delà de l'INFA, à l'université, école supérieure d'agronomie, qui finissent, après certains ont fait le CERSA, vous voyez un peu, ils sont allés faire le master, etc. Et ils se retrouvent en train de faire autre chose carrément. Moi, je me dis qui n'a rien à voir avec leur formation de base. Moi, je me dis que c'est l'occasion. Aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à Madame le ministre, parce que nous sommes convaincus que le fait qu'elle ait pu dire cela, c'est parce que la vision est assez claire. Et qu'on puisse mettre les gens comme ça à contribution. Vous avez fini votre école de formation, qu'on vous trouve peut-être, qu'on essaie de vous aider à créer des fermes, qu'on essaie de voir comment on peut
vous aider à contribuer dans les IFAD en tant que formateur, parce que là, c'est toujours bien, parce que c'est un produit de l'État qui vient encore former d'autres jeunes. Moi, je me dis, c'est un plaidoyer qu'on fait, mais les personnes qui ont les droits pour pouvoir agir vont agir. Et donc, ce que je dis, secteur porteur aujourd'hui, c'est vrai. En plus, des fois... quand je discute un peu avec certaines personnes âgées parce que je suis spécialisé en développement communautaire, donc quand tu te retrouves dans les communautés, les anciens ont toujours l'habitude de dire Anik Mamblena. En fait, c'est pas aujourd'hui. Ça veut dire que depuis très longtemps, eux, ils avaient déjà vu que c'était vraiment le secteur porteur, parce que en fait, il faut avoir de la patience, comme l'a dit mon confrère. Il faut avoir aussi du courage, et au-delà. Donc la terre ne ment pas, parce que pas plus tard que ce matin, nous étions quelque part où j'étais avec un homme de Dieu qui disait, quand vous mettez un grain de maïs dans le sol, il ne ressort pas avec un grain de maïs. Donc, il dit que c'est carrément tout un épi qui sort avec, ça veut dire que vous pouvez retrouver un bol de maïs, alors que initialement vous avez mis un grain en terre. Donc, quelque part, il faudrait vraiment qu'on revienne et qu'on fasse, je ne sais pas si c'est, comment on va l'appeler, peut-être un compendium de métiers porteurs. Je ne sais pas qui va lancer cela, mais ça pourrait être une initiative qui va peut-être naître d'ici. Qu'on ressorte vraiment les vrais secteurs porteurs et qu'on refasse encore un profilage des compétences, en fait, un profilage des aptitudes des gens. Donc, pour voir dans quelle mesure on peut booster. Au-delà, aujourd'hui, des fois, je suis surpris de voir des amis psychologues et je me dis, vous avez du potentiel, mais vous êtes entre quatre murs en train de réfléchir à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les vrais motivateurs, c'est des gens qui peuvent lire dans vos têtes. Et c'est les psychologues. Eux-mêmes, ils ne se valorisent. En fait, ils ne savent même pas qu'ils ont des facultés pour pouvoir booster les gens. Et qu'on peut les utiliser dans des programmes pour aller faire le réarmement mental des gens, pour booster les gens à croire en eux. Parce que, au-delà de tout ce que Madame le ministre a dit, c'est une question de croire en soi. Et je pense que, au-delà de tous les mots qu'elle a eu à dire, c'est une façon de nous dire, tout semble n'avoir pas marché, mais je suis resté debout, quoi. Super. Donc, quelque part, c'est ça. Mais donc, aujourd'hui, moi, je dis en souriant, c'est vrai, Madame le ministre a dit qu'elle n'a pas réussi. Moi, je ne dis pas qu'elle a échoué, qu'elle n'a pas réussi. Mais rien ne prouve, elle n'a pas dit qu'elle a arrêté. Ça veut dire qu'un jour, peut-être elle va créer une entreprise de coaching où elle va, avec son expérience personnelle, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir enseigner aux gens, partir sur la base de ce que tu vis pour pouvoir inverser les tendances. Alors, monsieur, si je vous relance en ces termes. Alors, si je comprends très bien, il est très important, certes, d'orienter les jeunes vers les secteurs porteurs, mais en même temps de faire le ratio entre le talent ou les potentiels qu'ils ont, les potentiels de ces jeunes et l'offre et les opportunités qu'ils rencontrent sur le terrain. C'est aussi important. Absolument, parce que tout le monde ne va pas aller à la terre, en fait. Donc techniquement, tout le monde n'est pas appelé à aller à la terre. Mais il y a des gens qui peuvent vous dire, si vous devez aller sur cette terre, c'est-à-dire des gens qui peuvent étudier les différents types de terres. Ça veut dire que c'est son domaine d'excellence, mais toujours vers le secteur porteur. C'est-à-dire que sur cette terre, vous ne pouvez faire que du soja. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive à déceler les talents comme ça pour qu'ils se disent, sur cette terre, on ne peut faire que de l'igname. Aujourd'hui, par exemple, sur certaines terres, à Bassa, tout le monde parle de l'igname. Mais peut-être il y a d'autres cultures qui pouvaient, je ne sais pas, qui pouvaient être des cultures alternatives entre le fait de faire de l'igname, etc., qui pouvaient rechanger l'économie de la zone. Donc, voyez, on est tout le temps dans, c'est-à-dire carrément, on est dans l'igname. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste qu'il faut qu'on élargisse un peu le... Voilà. Ça marche. Alors, M. Koulalo, il a également parlé de la formation à la base, retour à la formation à la base. Et dans cette formation à la base, je la cite à nouveau, nous mettrons tout en œuvre pour introduire la culture entrepreneuriale et l'éducation financière dans notre curricula pour que le jeune soit préparé dès son enfance à l'entrepreneuriat. Déjà, quand on parle de la culture entrepreneuriale dès les cours primaires, et aussi l'éducation financière. Comment est-ce que vous trouvez ça? Moi, je pense quand même que c'est assez pertinent et j'avoue que si réellement on arrive à mettre en place ça va vraiment révolutionner même le système éducatif. Oui, effectivement. Je pense que elle a dit ce n'est qu'un retour à la maison parce qu'elle côtoie toutes ces franges de la population, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, etc. Et avec les différents programmes qui existent, les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, il se dégage que lorsque vous n'avez pas une éducation entrepreneuriale à la base, c'est difficile que l'on vous l'inculque quand
vous êtes adulte. Parce que le plus souvent, ce qui fait que les gens abandonnent au premier échec, c'est qu'ils n'entreprennent pas de défaut. Au lieu que cela soit par défaut, parce que je n'ai rien trouvé à faire. Donc pour le moment, j'ai pas d'emploi. Et tout de suite, je vais vers l'entrepreneuriat. Effectivement. Et cet indicateur, vous le vérifiez avec les concours de la fonction publique. Lorsqu'il y a un concours de la fonction publique pour 300 places, par exemple, vous avez au moins 13 000 personnes qui sont là. Pour 300 places. Pour 300 places. Et quand vous regardez ces profils, vous verrez que beaucoup ont déjà bénéficié des programmes d'accompagnement. Donc, ce qui veut dire que les gens entreprennent par défaut. Or, l'entrepreneuriat, on ne fait pas de l'entrepreneuriat par défaut. Ça doit être sur la base d'une conviction. Ça doit être sur la base d'une conviction. Okay. Parce que quand vous êtes face à des difficultés, ce qui vous fait tenir, c'est la conviction, c'est vos rêves. Donc, il faut qu'on apprenne dès le bas âge aux plus jeunes à cultiver cet esprit-là de faire quelque chose de soi-même, c'est-à-dire de tisser des petites choses qu'on commercialise, etc., etc. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, au niveau mondial même, l'éducation entrepreneuriale est considérée comme condition sine qua non pour réussir l'entrepreneuriat. Wow. Voilà. Et tant que dans un pays, vous n'avez pas c'est-à-dire cette culture-là de l'éducation entrepreneuriale, surtout en milieu scolaire avec les petits-enfants, c'est difficile d'espérer une nation où les gens, plus tard, seront en train de faire des choses autres que de convoiter la fonction publique. Super. Voilà. Alors, parlons de l'éducation financière, monsieur Sissi. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était encore tout petit, il y avait ce qu'on appelle des banques villas qu'on avait à la maison, les parents essayaient quand même de nous permettre même avec les petits sous qu'on nous donnait pour le petit déjeuner, on te demande de mettre un peu à côté et peut-être à la fin, lors des fêtes de Noël, tu pourras faire quelque chose avec. Et on avait l'habitude de le faire, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Et quand elle parle de retour à l'éducation financière depuis les cours primaires, cela devrait également nous interpeller. Absolument. Je pense que la mission qui sera dévolue à Madame le ministre sera une mission transversale. Ça veut dire que ce n'est pas, elle va aller au-delà de son ministère, mais elle va toucher. De toutes les façons, quand vous prenez la jeunesse, elle recoupe tous les autres ministères. En fait, ça veut dire que elle a un ministère qui est transversal et je pense qu'elle devra collaborer avec les autres ministères, etc. Et l'éducation, comment on dit ça, financière est assez importante. Mais ne soyez pas surpris parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle catégorie de parents. Donc, vous voyez, l'ancienne catégorie de parents, ils ont été moulés dans ça. Et donc, vous voyez qu'on ne peut qu'enseigner que ce qu'on a appris. Et donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle catégorie de parents qui ne sont pas dans ça. C'est pourquoi cela semble avoir disparu. Et au-delà, avant, les parents peuvent ouvrir des comptes bancaires et mettre peut-être 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour les enfants. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Il faut qu'on revienne à ça. Ce n'est pas, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut juste qu'on revienne et qu'on fasse un état de lieu pour voir ce qu'on faisait de bien. Parce qu'en fait, il y a des nouvelles choses qui ont changé par rapport aux nouvelles situations, aux nouveaux défis. Il y a des choses qu'on peut laisser, mais d'autres qu'on doit tenir, c'est-à-dire de telle manière à ce que même s'il y a tremblement de terre, on tient ferme là-dessus. Donc, quelque part, il faut que ça revienne encore à l'école. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je me dis, pour rebondir sur ce que mon confrère a dit, on ne va pas entreprendre, on va entreprendre par conviction, mais on va entreprendre aussi par passion. Parce qu'en fait, la seule chose qui vous maintient, aujourd'hui nous avons beaucoup de défis, beaucoup de passion, etc. Mais je pense que la meilleure façon d'inculquer les valeurs entrepreneuriales, c'est commence par entreprendre dans ce que tu aimes. A priori. Oui, les gens vont se dire, voilà, moi j'aime la musique, etc. Oui, commence par entreprendre. C'est pas pour faire de toi un centrinos, mais tu peux être un mobilisateur. En fait, d'autres facettes que tu ignores, en fait, que tu n'as jamais observer alors que c'est des talents qui sont cachés à toi. Peut-être toi, tu n'es pas fait pour être centrinos, même si tu aimes la musique. Mais tu es fait peut-être pour être, je ne sais pas, l'un des meilleurs managers en fait. Donc, si tu n'as pas pu déceler cela, tu vas aimer la musique. Peut-être tu vas aller te casser la tête, comment on dit ça,
comment on dit ça, tu dois aller te casser la tête dans les champs, mais tu feras toujours des fausses notes, etc. Et un bon matin, tu vas te fatiguer. Alors que quelque part, quand tu viens par passion, je pense que tu y restes. Et une autre chose qu'on ne nous enseigne pas, malheureusement, nous suivons des séries, des feuilletons, mais j'ai l'impression qu'en fait, qu'on ne voit pas. Et quand vous regardez un peu les vraies séries, les séries qui passent sur nos chaînes de télé, vous n'allez jamais voir des entreprises individuelles. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas pour vous, mais quand tu t'assois, tu te rends compte que le papa, le petit frère, la petite soeur, le cousin, l'oncle, etc. On parle des entreprises familiales. Aujourd'hui, nous sommes toujours là à tirer le drap de notre côté. Et c'est ça qui fait peut-être quelque part, je ne sais pas comment on va le faire, mais il faudrait qu'on arrive à crever l'abcès pour expliquer en fait que ceux qui réussissent aujourd'hui, qui sont nos champions, ils doivent commencer par démontrer cela. Tu impliques ta femme. À un niveau donné, pour éviter ça, tu impliques ton petit frère, tu impliques ton cousin, que ça devienne une entreprise. J'ai déjà vu à la télé une entreprise familiale qui font du détergent. J'étais très content parce qu'en fait, j'ai pris le temps d'observer. J'ai vu que c'est presque les mêmes noms. Et l'autre dit c'est le cousin, l'autre dit, je dis mais tiens, il faudrait qu'on puisse tenir ces genres de personnes. Et ils se soutiennent en fait. Donc, quelque part, j'ai aussi observé que nous n'avons plus tellement des conseils d'orientation. Je pense qu'avant, il y avait ce genre de choses. Nous étions encore très jeunes. Mais pour qu'on arrive à relever le défi, je voudrais rassurer à Madame le ministre, c'est un plaidoyer, qu'il y a des gens qui sont prêts véritablement, parce que le Togo avant tout, hein, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est assez important lorsque les autorités commencent par dire nous voulons une nouvelle catégorie, et je pense qu'elle rentre directement dans la politique nationale de la jeunesse du Togo, qui veut une nouvelle catégorie de jeunes qui sont solidaires, engagés, responsables, autonomes et imbus des valeurs citoyennes. Donc au-delà de tout ce qu'elle a eu à dire dans son propos dans une trentaine de minutes, c'est qu'elle a ramassé carrément le cœur même de l'espoir et de la vision que les autorités les plus hautes de ce pays veulent voir au niveau de notre jeunesse, et qu'une jeunesse qui se lève et qui n'abdique pas sans avoir avant d'avoir commencé. Voilà. Super. Alors Koulalo, dans son intervention également, elle a dit ceci qui m'a marqué. C'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui le Togo puisse avoir des jeunes qui sont des champions dans la sous-région. Et pour en arriver là, le mentorat est très important. Que ceux qui ont déjà réussi ou ceux qui aujourd'hui constituent des modèles au pays puissent donner la main aux jeunes qui arrivent, les orienter, les coacher, les accompagner. Je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, même s'il y a des efforts qui se font. On doit également encourager nos aînés à donner la main aux jeunes pour qu'il y ait des Dangote également dans notre pays. Oui, effectivement, je pense que le mentorat, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire, vous ne faites que ce que vous avez déjà vu faire. Voilà, c'est-à-dire, vous devez prendre souvent exemple sur quelqu'un pour réussir. C'est vrai que on voit des gens, ouais, Bill Gates et tout, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris exemple sur quelqu'un. Ouais, ils ont été coachés à un moment donné par quelqu'un. Voilà, et ça c'est quelque chose, c'est vrai, c'est embryonnaire encore chez nous. Voilà, mais je pense que c'est indispensable si on veut véritablement créer des champions. Parce que l'entrepreneuriat au Togo est un peu à l'image au Togo et peut-être même dans la sous-région, et à l'image de la répartition des richesses. Okay. Il y a souvent des très riches et des très pauvres, mais il n'y a pas cette classe moyenne intermédiaire là qui fait la jonction entre les deux. Et dans le monde entrepreneurial également, on a ceux qui sont déjà assis, ceux qui sont établis, et on a ceux qui se cherchent. Voilà. Et donc il est très important que ceux qui sont déjà établis prennent la main de ceux qui se cherchent pour leur montrer la voie. Parce que de toutes les façons, on a besoin de pérennisation des activités entrepreneuriales. Parce que tout homme est immortel, mais une activité, voilà, lorsqu'elle est entretenue, elle peut durer éternellement. Donc, les grandes entreprises, ou en tout cas les entreprises qui ont déjà réussi, ont intérêt d'ailleurs à tenir la main des jeunes entreprises qui sont en train de venir, pour que l'économie togolaise puisse continuer par prospérer et que eux derrière puissent faire des bénéfices. Et je pense que Madame le ministre a tapé
juste en disant qu'il faut dynamiser davantage ce mentorat. Voilà, ce programme de mentorat qui est encore embryonnaire, il faut le dire, même s'il y a des efforts qui sont faits, il est encore à l'étape embryonnaire. Même s'il y a des efforts qui sont faits. Monsieur Sissi, on parle également donc des mécanismes d'accompagnement aujourd'hui et j'ai tout de suite senti dans son intervention que il faut un travail encore, il faut travailler davantage ces mécanismes-là d'accompagnement d'une manière à être plus utile, plus rapproché des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de par vos expériences, hein? Aujourd'hui, il y en a tellement. Il y a le FAEJ par ici, il y a l'ANPE par là, il y a l'ANPJF, il y a l'ANVT, l'ANADEB et tout. Mais apparemment, on a l'impression que le défi de l'emploi reste toujours un grand défi dans notre pays et une grande préoccupation également pour nos gouvernants. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement à ce niveau? Ou si tu as des conseils à donner peut-être à Madame le ministre, à tout son ministère, quels seront, bon, sans prétention aucune, quels seront donc tes mots en tant que jeune et après en tant que représentant de la jeunesse sur ce plateau? D'accord, merci pour cette question. Elle est à $1 million, je pense. Et en toute humilité, je voudrais d'abord saluer toutes les initiatives qui sont prises. Et comme l'a dit mon confrère, c'est de très belles initiatives qui ont été prises. Mais aujourd'hui, et comme le dit, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Je pense qu'il faudrait qu'on soit comme de vrais caméléons qui sont capables de prendre toutes les couleurs qui se présentent. Et à mon humble avis, je pense qu'il y a une chose que Madame le ministre et toute son équipe technique, et en plus je suis convaincu qu'elle va s'entourer de gens qui sont très bons. Il faudrait qu'on parte sur un ancrage. Et comme nous parlons du développement à la base, et je suis tout à fait convaincu, je reprends ces mots parce qu'elle a demandé, en fait, dans son propos, elle a eu à dire que on montre les choses par les preuves, en fait, qu'elle demande aux gens d'aller sur le terrain et de voir les résultats, qu'on vienne ici juste dire voilà, nous avons fait ci, nous avons fait ça, c'est tout à fait assez simple. Donc on peut aller sur le terrain. Je pense que la première des choses qu'il faut aller faire, et comme elle a déjà le background assez élevé pour cela, qu'on puisse faire une sorte d'état des lieux vrai. Et que ce soit les bénéficiaires ou les bénéficiaires immédiats ou collatéraux, qu'on puisse avoir leur vécu. Et je pense qu'on peut rentrer dans ce même exemple par rapport à ce travail méthodologique que Apulsia, la haute autorité de prévention de lutte contre la corruption, a fait par rapport à la corruption. Pour l'attaquer, on a demandé aux gens de dire qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à cela. Et donc, ça veut dire qu'on a mis dans un document de façon scientifique les ressentis des gens. Donc, on peut repartir sur cette base-là. Et je pense que ce serait un vrai mérite pour Madame le ministre. Cela me donne une idée tout de suite. Par exemple, mettre sur pied un numéro vert où les jeunes, tout le monde pourra appeler et exprimer en réalité ce qu'elles pensent de ce qui est fait sur le terrain et leur attente, etc. Ou, je ne sais pas, des boîtes qu'on met quelque part où les gens peuvent... Ça, parce que nous sommes à l'ère de la technologie, mais il y a une chose qui ne ment pas, le face-to-face est toujours... C'est différent, en fait. C'est comme quand on se regarde là, quand il me dit exactement, c'est carrément différent. Et on peut mettre à contribution les volontaires de la NVT, on peut mettre à contribution, je ne sais pas, en fait, on peut mettre à contribution tout le monde pour que tout le monde comprenne qu'en fait, on est en train de préparer ensemble un gâteau. Ok, apparemment nous sommes arrivés à une étape où il faut mettre la série sur le gâteau. Mais il faut qu'on soit sûr que le gâteau est totalement bien fait. Et donc c'est ensemble, en fait, chacun apporte peut-être la farine, quelqu'un apporte le lait, mais c'est ensemble qu'on peut vraiment, véritablement booster cela, que ce ne soit pas seulement l'apanage de Madame le ministre, parce qu'à elle seule, elle peut pas. La preuve, c'est que si, par exemple, Monsieur le Président de la République pouvait faire seul, je pense qu'il n'aurait pas de gouvernement. Et si les ministres pouvaient faire seul, je pense qu'il n'y aurait pas de DC, de SG, etc. Et au-delà même, les directions techniques, c'est parce que on doit pouvoir travailler dans la dynamique d'ensemble, peu importe notre religion, notre je ne sais pas quoi, mais c'est le Togo qui est d'abord là. Et si on arrive à ressortir un document, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais qui retrace un peu le vécu des gens. Et j'ai vu les exemples qu'elle a donnés, je suis tout à fait blasé et je suis content parce que vous voyez qu'elle a vu des gens qui vendaient du puits à Ouattara, qui sont devenus propriétaires de quincailleries. On a besoin de documenter. Malheureusement, dans les pays francophones, je précise encore, nous ne documentons pas. Nous faisons tellement de choses, mais nous ne documentons pas. Nous n'avons pas ce que nous appelons la capitalisation. En fait, ce n'est pas un réflexe aussi automatique. Mais je pense qu'avec Madame le ministre, on devrait arriver à cela.
capitaliser, c'est-à-dire c'est 15 ans de développement à la base. Au-delà d'autres choses qu'on ne peut pas voir sur le net, c'est-à-dire qu'on ressorte maintenant. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce qu'on dit, les 30 000 qu'on a donné à des gens, qu'on a donné à des femmes, etc. Nous ne pouvons pas savoir le bien qu'on leur a fait en fait. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont réussi, mais aussi retourner traquer ceux qui, entre guillemets, n'ont semblé pas réussir pour le moment, parce que ils peuvent réussir à une autre époque. Voilà. Et qu'on ressorte vraiment tous les éléments, et je sais qu'il y a des techniciens, qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent véritablement apporter de l'eau au moulin de Madame le ministre pour qu'elle puisse avancer, parce qu'au-delà, c'est le Togo d'abord. Alors, je comprends au travers de votre intervention qu'il faut retourner à la source, faire l'état des lieux, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas encore marché, et trouver des solutions pour ce qui n'a pas encore marché jusque-là. Et au-delà, aujourd'hui, nous sommes dans l'innovation. Et quand tu parles de mécanismes de financement, je pense qu'il faut qu'on commence par adapter. Je pense qu'avant, les gens peut-être n'avaient pas besoin de beaucoup de sous, quoi. Aujourd'hui, c'est ce que les jeunes pensent inventer. Ils sont dans leur monde, comme Elon Musk, etc. Ça leur demande beaucoup de choses. Alors que dans l'archétype de comment les choses ont été faites, bon, ok, on se dit la fourchette, voilà, quand tu commences, tu es un primo-entrepreneur, peut-être c'est 10 millions, moi je dis n'importe quoi, hein. Peut-être c'est 10 millions, tu es primo-entrepreneur, bon, il faut atteindre un niveau pour aller à 200 millions, il faut atteindre... Mais et il faudrait qu'on ose, parce que certains peuvent commencer primo-entrepreneur avec 100 millions. Donc ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'on commence par changer de paradigme. Super. Parce que certains ont besoin... Moi j'ai vu un jeune, c'est un médecin, qui est resté convaincu sur sa vision. En fait, c'est de ça Monsieur Koulalo parle, la passion. Le gars, il va à des pitchs, etc. On le fait échouer. Moi, je suis resté 2 fois dans ce jury, dans le jury de ce gars, mais le gars est resté constant. Aujourd'hui, attention. Super. Tu vois, c'est ça veut dire que quelque part, si ce n'était pas entre guillemets sa passion, à un moment donné, il va abdiquer, parce que, attends, toi tu fais 50 pitchs. Toutes les fois tu échoues, quoi. Donc il faut avoir le cœur pour faire le 51e. C'est-à-dire que, et aujourd'hui ça marche, beaucoup de gens, il est devenu une référence, jeune, médecin, mais convaincu de ce qu'il fait. Voilà. Assez passionnant ce débat. On va faire une toute petite pause et on revient dans la deuxième partie pour continuer ces échanges. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission et tantôt nous étions en train véritablement de parler de cet aspect important donc de l'entretien que Madame le ministre de développement à la base de l'inclusion financière de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a accordé à nos confrères ici à New World il y a cela quelques jours, et nous sommes en train de toucher véritablement la question non seulement de la formation depuis la base, mais nous avons également touché d'autres points importants et notamment le mentorat et tout ce qui va avec. Alors, nous revenons particulièrement sur cette question des mécanismes d'accompagnement aujourd'hui. Monsieur Koulalo, en tant que jeune, je voudrais juste que tu restes dans la posture d'un jeune sur ce plateau. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que les jeunes attendent? Quand tu écoutes les jeunes, qu'est-ce que les jeunes attendent de tout ce qui se fait sur le terrain? Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui l'insatisfaction, si on peut le dire, de tout ce que le gouvernement est en train d'offrir? Et pour toi,
quelque part en tant qu'également expert dans ce domaine, que devons-nous faire et quels devraient être également des conseils pour nos autorités pour améliorer l'existant et partir sur une nouvelle base? Merci. Je pense que je vais partir sur la base d'un chiffre. Le taux de pénétration des jeunes dans le monde du travail à travers les mécanismes d'emploi est de moins de 16%. Wow. Ce qui veut dire que sur 100 jeunes qui travaillent aujourd'hui, moins de 16% sont passés par les mécanismes mis en place par l'État pour avoir du travail. Là, on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas au courant de ces mécanismes qu'ils ne les utilisent pas, ou alors c'est parce qu'ils ne sont pas informés? Voilà. Et la première réponse à cette interrogation, c'est que les jeunes, pour la plupart, pour avoir quand même fait un certain nombre d'études sur la question, les jeunes, pour la plupart, ne connaissent pas ces mécanismes. Carrément. Voilà, carrément. Parce que vous allez, par exemple, dans la région des savanes, moins de 3% des jeunes qui travaillent ont utilisé les mécanismes là pour pénétrer le monde du travail. Donc, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est l'information qui ne va pas vers les jeunes, ou bien c'est les jeunes qui ne vont pas vers l'information? Ou c'est les deux? Je pense que c'est un peu des deux. Parce que, vous savez, l'information, la manière de communiquer ne doit pas rester constante. Voilà. Il faut adapter la communication à la cible. Super. Voilà. Donc, si par exemple les jeunes, eux, ils n'aiment voir, c'est-à-dire ils ne regardent les informations qu'à travers TikTok, mettez-leur les informations sur TikTok et ils iront chercher l'information sur TikTok. Okay. Mais si c'est que vous leur mettez les informations, je dis peut-être n'importe quoi, sur des affiches, et or ils ont l'habitude de ne pas lire. C'est pas évident. Voilà, ils ne le feront pas. Donc c'est aussi peut-être cette phase, peut-être l'approche de communication qui n'est pas mise à jour par rapport à la cible. Donc peut-être la première des choses, c'est de mettre à jour l'approche de communication pour atteindre les jeunes. Pour atteindre les jeunes. Super. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que les mécanismes d'emploi, il faut le dire, ne sont pas là pour créer de l'emploi, mais sont là pour accompagner le jeune à l'insertion. Autrement dit, quand je prends la NVT, l'Agence nationale de volontariat, il place prenons le secteur privé, puisque c'est le principal moteur de l'économie, et avec le programme aide de l'ANPE. L'ANPE ne place que sur demande du secteur privé. Donc, s'il n'y a pas de demande, naturellement, il n'y aura pas de placement. Ils auront du mal à placer, même si qu'ils ont 200 000 jeunes dans leur base de données. Wow. Donc, il faut aller maintenant voir au niveau de notre économie, pourquoi on n'arrive pas, l'économie n'arrive pas à absorber cette main-d'œuvre qui est là. Voilà. Ça peut être peut-être dû à la dichotomie qu'il y a entre les offres de formation et les besoins réels sur le marché du travail. Ça peut être dû au fait que les profils que les entreprises cherchent, peut-être il faut avoir 3 ans d'expérience professionnelle. Or, le jeune qui vient de finir son université n'a pas 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, tous ces facteurs-là doivent être pris en compte dans la façon d'adresser la question avec les mécanismes. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque on a dans une base de données d'un mécanisme 30 000 jeunes, or il y a moins de 1000 qui arrivent à être placés. Il faut voir cette réserve des 29 000 qui restent là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut tenter l'approche coopérative, comme l'a dit mon confrère ici présent, pour essayer de les mettre ensemble, qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit peut-être d'envoyer les jeunes vers des secteurs porteurs, et le principal secteur porteur de l'économie, naturellement étant l'agriculture, les gens sont un peu réticents. Mais il faut qu'on explique aux gens, peut-être que quand on dit l'agriculture,
c'est toute une chaîne de valeur allant de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Super. Waouh. Ce n'est pas tout de suite quand on parle de l'agriculture, on a l'impression qu'on nous demande d'aller au champ, d'aller travailler la terre. C'est juste ça. C'est juste ça. Or, en réalité, je vais vous donner, je vais partir également sur la base d'un chiffre pour étayer mon propos. Je ne me rappelle plus l'année, mais il y a une étude qui a été faite sur, je sais pas, une agropole donnée pour identifier les besoins en compétences dans le secteur agricole là-bas. Les résultats sont les suivants. Seulement 11% de la main-d'œuvre qui est recherchée doit faire de l'agriculture. Le reste, c'est les machinistes, tractoristes, les maintenanciers, etc. Et le reste, c'est le transport, voilà, la transformation, la commercialisation, etc. Donc, pour moi, c'est peut-être voir comment est-ce qu'on explique aux gens toute cette chaîne de valeur et voir que chacun pourra se positionner. Voilà, là, on fait le profilage et on positionne chacun sur cette chaîne de valeur-là. Alors, tu comprends tout de suite, avant de laisser la parole à M. Sissi, que quand elle dit, par exemple, qu'il faut également encourager les jeunes à aller vers les métiers pratiques et le gouvernement donc va au travers donc de son ministère, elle va s'efforcer à accentuer la formation dans les métiers pragmatiques. Quelque part, ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. Effectivement, et je pense que le monde est dynamique et on doit constamment s'adapter. Voilà. Donc, quand elle parle d'aller vers du pragmatisme en termes de formation, c'est que si par exemple je suis mathématicien de formation et que je n'arrive pas à m'insérer, tout de suite je peux m'adapter en faisant une reconversion dans le métier de tractoriste si c'est que le besoin est là-bas. Super. Pour subvenir ne serait-ce qu'à mes premiers besoins, en entendant peut-être de poursuivre mon rêve de devenir peut-être un Cédric Villani demain. Donc il faut quand même qu'on soit pragmatique. C'est vrai qu'elle demande d'aller vers les métiers de pragmatisme, mais il faut que nous-mêmes en tant que jeunes, nous soyons pragmatiques et assez flexibles dans notre recherche d'emploi. Ce n'est pas parce que je suis sociologue de formation que si je ne trouve pas un bureau d'études en sociologie, je vais rester à ne rien faire. Donc, il faut que, voilà, on regarde. On dit aujourd'hui que le secteur agricole est le secteur porteur, le secteur qui va créer le plus d'emplois. Donc, regardons rapidement comment est-ce que nous nous positionnons, surtout dans le secteur de la transformation, puisque c'est le secteur le plus créateur d'emploi. Merci. C'est le secteur le plus créateur d'emploi. Monsieur Sissi, je comprends tout de suite par l'intervention de Monsieur Koulalo qu'il faut revoir l'approche de communication, l'approche d'atteinte de la cible. Et aujourd'hui, la jeunesse, pour l'atteindre, c'est également via les réseaux sociaux, notamment vers TikTok et tout. Mais la question que j'aimerais poser, ceux qui sont à l'intérieur du pays, quelque part à Djarakmanga, dans le fin fond peut-être du Nord, ou quelque part à Préanejo et tout, comment est-ce qu'on peut également les atteindre? Parce que tout le monde n'est pas forcément sur les réseaux. Comment on peut les atteindre eux autres? Je pense que humblement qu'on peut les atteindre par le biais de l'éducation. Donc ça veut dire que même dans la formation des enseignants, il faut changer les paradigmes. Au-delà du fait que tu fasses de l'histoire, géographie, tu dois être aussi formé dans beaucoup d'autres secteurs. Parce que voilà, dans une autre vie, moi je suis conseiller de jeunesse et d'animation socio-éducative, donc spécialiste des questions de jeunesse formé à l'Institut national de jeunesse et sport. Donc où on forme vraiment des cadres qui sont là pour encadrer dans tous les domaines. Et là, quand vous arrivez à l'Institut, la première fois qu'on vous dit, l'animateur ne donne pas des recettes toutes faites, mais tout savoir qui permet à l'apprenant de s'adapter à toutes les situations de la vie. Mais c'est un bémol qu'on envoie, parce que c'est un signal. Si tu dois pouvoir donner des savoirs qui permettent aux gens de s'adapter, c'est que toi-même, tu as la ferme capacité de t'adapter. Et comme l'a dit M. Koulalo, c'est l'exemple. On enseigne par l'exemple, en fait. Donc, si toi-même, tu n'arrives pas à tenir sur tes deux pieds, a priori, comment tu ferais pour pouvoir demander aux autres de tenir? Donc, quelque part, il faudrait qu'on diversifie depuis la base à l'école de formation des enseignants, parce que c'est le cadre dans lequel on peut rapidement rassembler les gens. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 200 personnes, 300, 500 personnes dans un cadre de l'école. Donc aujourd'hui, nous lançons encore un appel aux détenteurs de droits, donc les ministres âgés des enseignements, et que tous les autres ministres puissent travailler ensemble et qu'on revoie quand même
un peu comment aujourd'hui vous voyez un peu j'ai vu la note la directive que monsieur le ministre a eu à prendre par rapport à l'utilisation des smartphones, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que quelque part tout est utile, mais en fait tout est possible, mais tout n'est pas utile en fait. On peut avoir accès. Et même c'est justement pour ça, je reviens un peu en arrière, quand j'étais encore aux affaires à la maison des jeunes d'Amad Dahomey, où nous avons mis en place ce que nous appelons le point d'information jeunesse. Et je salue au passage la NPGF qui nous a aidés en mettant à notre disposition, c'est vrai que c'est après moi, mais en mettant à notre disposition de la maison des jeunes des ordinateurs portatifs pour permettre aux jeunes, quand vous arrivez là, peu importe ce que vous cherchez, si on n'a pas, on peut vous référer vers les personnes ou la structure, l'institution. Et je pense qu'on doit commencer par faire cela, même dans les institutions scolaires, parce que les jeunes prennent plus leur temps, ils gaspillent d'abord le temps et l'argent à aller sur les réseaux sociaux, à chercher ce qu'ils ne doivent même pas voir, ce qui n'est pas aussi important, parce que c'est vrai que vous pouvez rire, etc. Mais n'oubliez pas, en tant que spécialiste des loisirs également, le loisir a une fonction de développement. Donc au-delà, ce n'est pas seulement s'amuser pour s'amuser. La preuve, c'est que vous avez connu un athlète qui s'appelle Haïlé Djibril Selassie. Son vilain loisir, en fait, son loisir le plus vil, c'était de courir. Et vous le voyez mettre son sac juste là. C'est ça qui l'a déformé, parce qu'en fait, même quand il est devenu champion, il avait toujours le bras un peu rabattu, parce qu'en fait, il mettait toujours son sac et il faisait 8 km. Aller. Enfin, il s'amusait pour aller. Et il est devenu champion. Vous imaginez toutes ces études pour qu'il devienne champion du monde et contesté d'athlétisme. Mais à la base, personne ne savait qu'il devait devenir champion. Il était juste en train de s'amuser, donc, parce qu'il n'avait pas de moyens. Donc, je termine en disant, je conseille vraiment à beaucoup de jeunes d'aller chercher le livre qui intitule L'obstacle et le chemin. Où nous devons comprendre, là-bas on te casse quoi, on ne te caresse pas dans le sens du poids, on te fait comprendre que tu dois t'attendre à des adversités, même depuis ta maison, jusqu'à parler du dehors, et au-delà il faut tenir ferme, etc. Et je pense que le programme de mentorship, je ne sais pas comment ça va se faire, je pense qu'il y avait beaucoup de programmes ou des points d'information également avec les lignes et autres choses qui permettent aux jeunes d'avoir accès et à la meilleure information. Ce n'est pas avoir accès à des informations, mais avoir accès à l'information qui va catalyser ou créer vraiment à la bonne, qui va changer ce que je veux m'orienter pour tel. Aujourd'hui, beaucoup de concours sont lancés, etc. Les jeunes s'y lancent. Bon, moi je suis monsieur Koulalo parce que bon, c'est mon ami de longue date, il veut faire la physique, moi aussi je me retrouve en physique, alors que je ne suis pas appelé à être physicien. Lui il réussit, on ne comprend pas pourquoi nous sommes des amis et moi je ne réussis pas. Peut-être je suis appelé à être enseignant de PS ou à être conseiller de jeunesse, etc. Voilà. Alors, nous avons juste quelques minutes pour mettre fin à cette émission. Mais je vais encore la citer. Toute expérience est bonne à faire. Il y a que 14% des migrations mondiales qui concernent l'Afrique. Toutefois, nous offrirons l'opportunité à ceux qui aimeraient continuer à l'effort national de trouver leur place au sein de la société. Ainsi donc, elle a touché également la question de la migration. Et on va finir avec ça. Quelque part, oui, on peut accepter que nos jeunes Africains, sinon Togolais, aillent se chercher à l'extérieur, mais en même temps, elle a également dit que pour ceux qui ont la conviction, ceux qui veulent continuer ici, il y a de la place pour tout le monde. Et on va finir avec ça rapidement. Oui, il y a de la place. Je pense que M. Koulalo et moi, nous faisons partie de ceux qui croient et continuent pas à croire qu'il y a de la place pour tout le monde et que on n'a pas besoin forcément d'être à la tête pour contribuer au développement de quelque chose. Enfin, pour apporter sa pierre à l'édifice. Et en tant que Togolais et fier de l'être, partout où besoin sera, je le dirai, je suis fier d'être Togolais. Et je pense, je ne critique plus depuis un certain temps beaucoup de gens qui partent, mais quand j'ai l'occasion, je leur dis toujours, n'oubliez pas d'où vous venez, en fait. Vous pouvez partir, aller chercher des repères et revenir, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples aujourd'hui, des gens qui avaient l'opportunité de rester à l'extérieur, comme mon cher Kweli, qui est revenu mettre sur pied notre... Il avait toutes les opportunités pour rester, mais il dit non. En fait, imaginez s'il était resté. Regardez un peu tout ce qu'il fait avec beaucoup d'autres, les collaborations qu'il fait avec d'autres. Aujourd'hui, je viens de voir qu'il a même pris comme le brand ambassadeur l'un des comédiens de Haroué, le lieutenant, etc. Donc vous voyez qu'on utilise les valeurs locales. Bon, imaginez un peu s'il était resté de l'autre côté. Peut-être on n'aurait pas cette facette des choses. Donc aujourd'hui, l'obstacle véritablement est le chemin. Et nous encourageons vivement tous les jeunes à croire en leur pays. Au-delà, par rapport à ma conviction personnelle, chrétienne, la Bible nous recommande de prier pour notre nation et de travailler pour elle, car notre bonheur en dépend. Donc cela veut dire que ce que nous voulons du Togo
ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépendra que vraiment ou véritablement des Togolais. Et ça, on doit vraiment l'inculquer. Ça n'a rien à voir avec tu es chrétien, tu es musulman, tu es exi. Il faudrait que nous puissions être fiers de notre pays malgré tous les défis. Dans quel pays il n'y a pas de défis? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Super. Dans quel pays il n'y a pas de chômage, etc. Mais nous demeurons Togolais et nous devons nous battre pour que le drapeau flotte si haut et que de la même manière que l'hymne national de notre nation, je prends le deuxième couplet, dit Togo chéri, l'or de l'humanité, que nous puissions travailler ensemble à faire du Togo véritablement l'or de l'humanité. Alors Koulalo, on va finir rapidement avec toi et également, elle encourage naturellement, elle n'empêche pas les jeunes de partir. Ça veut dire que le gouvernement en est vraiment conscient, mais en même temps, chacun doit comprendre en réalité qu'il y a de la place pour tout le monde ici, surtout pour ceux qui veulent contribuer à l'effort national. On va finir avec toi. Oui, effectivement, je pense que d'ailleurs, aucune autorité d'aucun pays que ce soit n'a intérêt à interdire ses ressortissants d'aller découvrir, parce que loin de m'appauvrir lorsque je côtoie d'autres personnes, cela m'enrichit, d'autres cultures m'enrichissent, voilà. Et la migration, vous voyez, on dramatise souvent parce que quand vous regardez les chiffres, 14%, ça c'est des chiffres de 2019, donc ça fait partie des chiffres les plus récents en matière de migration. L'Afrique ne représente que 14%. Et quand on regarde au niveau national, les flux migratoires d'ailleurs, au Togo, la plupart de nos migrations sont en Afrique. Donc, le Togo n'est pas très très concerné par cette problématique de la migration. Maintenant, quand on regarde les investissements directs étrangers, quelle est la part des Togolais de l'extérieur dans ces investissements? Elle est énorme. C'est la contribution des Togolais de l'extérieur, elle est énorme. Donc, le plus important, c'est comme l'a dit mon cher aîné, c'est que quand tu pars, sache d'où tu viens et surtout travaille à ce que demain soit meilleur pour toi et pour ceux qui viendront après. Parce que je ne pense pas que quand les gens partent, c'est parce qu'ils détestent le Togo. Et souvent, c'est par nécessité. Et souvent aussi, c'est pour des raisons d'aventure. Et aucune nation, je pense, aucune nation ne s'est construite en se refermant sur elle-même. Et quand vous prenez l'Espagne, l'histoire de l'Espagne, les Arabes ont beaucoup contribué, les Perses, etc., etc. Ce qui fait sa richesse culturelle aujourd'hui. Donc, super. Travaillons à canaliser les flux migratoires, à créer les conditions d'aller et de retour surtout, voilà, pour que les gens qui reviennent trouvent leur place et voilà, contribuent à l'effort de développement national tant souhaité, aussi bien par le peuple que par les autorités qui nous dirigent. Merci beaucoup. Alors naturellement, au travers donc de cette émission, nous félicitons et nous encourageons à ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place et surtout le chef de l'État également qui a fait confiance à la jeunesse en mettant quand même les jeunes à la tête donc de ce ministère-là en charge de la jeunesse. Merci à monsieur Sissi d'avoir donné de ton temps pour rester avec nous et partager et décrypter cette actualité avec nous. Merci également à toi monsieur Koulalo pour le temps accordé à nous au travers donc de cette émission Éco-Jeune. Merci à toi. Alors nous finissons rapidement cette émission au travers donc de cette merveilleuse phrase que je vais quand même me permettre de partager à nouveau avec vous. Toute espérance est bonne à faire. Il n'y a que 14% des migrations mondiales qui concernent l'Afrique. Toutefois, nous offrirons l'opportunité à ceux qui aimeraient contribuer à l'effort national de trouver leur place au sein de la société. Vous avez tout compris. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission au travers donc de ce décryptage. Je pense que nous, en tant que jeunes, nous saisirons l'essentiel de cet entretien accordé donc par Madame le ministre du Développement à la base de l'inclusion financière de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. À nous, à la jeunesse, et chacun d'entre nous devrait apporter le sien pour contribuer à l'effort national. C'est sur ce mot que nous mettons fin à cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer à par vous édifier. Appelez-moi Coco. À très très bientôt. Au revoir.